Alors, on passe effectivement sur le volet table ronde qui va présenter là plutôt effectivement des projets qui se sont lancés et des chercheurs qui aussi mènent des projets aussi dans l'interdisciplinarité, qui est aussi le sujet de Tech & Care. Alors, je vais donner la parole en premier à Sophie et Stéphanie qui sont fondatrices de Culture de Mode. Alors, je suis désolé, effectivement, on a pris un tout petit peu de retard et donc elles doivent partir très, très vite. Alors, Sophie et Stéphanie, merci d'avoir accepté cette invitation. Peut-être pouvez-vous nous dire un mot sur qu'est-ce que Culture de Mode, ce réseau de chercheurs. Alors, vous êtes masqués, donc Oui, bonjour. allez-y. Désolée, on est dans un lieu en plus public et à deux, donc on est obligé de masquer. On est ravis de pouvoir participer à cette table ronde à distance. Donc moi, je suis Sophie Turgeon et je suis Stéphanie Strauss. Donc on est ravis de participer à cette table ronde. On a créé en 2017, fin 17, début 2018, le réseau Culture de Mode, en collaboration avec le ministère de la Culture, dans l'idée de rassembler les chercheurs, mais aussi, on entend vraiment les chercheurs au sens large du terme, donc un chercheur en université, mais aussi en entreprise, un designer, un journaliste, un artisan, rassembler les personnes qui réfléchissent, qui travaillent la mode, afin de valoriser leurs travaux, encourager les synergies entre eux. On est parti vraiment du constat, après que chacune ait fait des travaux dans la mode, de la recherche, des thèses, que la mode était encore très peu valorisée au niveau de la recherche en France, qu'on avait beau avoir une histoire très longue, des archives très passionnantes, des gens très compétents. La mode était encore difficilement reconnue à l'université comme un objet d'étude, comme un objet de recherche, qu'il était encore difficile de faire des thèses ou de trouver un directeur de thèse fascinant. Donc ce réseau a été créé dans cette idée-là, de rassembler les chercheurs qui en fait ne sont pas inexistants, mais sont un peu isolés, n'ont pas forcément été recrutés sur des postes de mode, mais ont essayé progressivement de faire de la mode, à la différence des Américains et des Anglais qui ont des réseaux très structurés, qui ont leur discipline des fashion studies, qui ont des musées, des pays qui ont énormément développé leur fashion studies. Donc le réseau, il a un comité de pilotage qui reflète ce qu'on voulait faire avec Culture de Mode, un réseau interdisciplinaire. Donc, comme je vous disais, la recherche est vraiment compris, le chercheur est vraiment compris au sens large du terme. La mode aussi, c'est pas seulement la mode, c'est aussi les textiles, par exemple, les techniques. Donc, on a un site internet, culturedemode.com. On peut adhérer à ce réseau pour 45 € par an. Et quand on adhère, on a accès à des workshops, quand c'était encore possible d'en faire en présentiel, des workshops de 20 à 25 personnes qui partent à la découverte d'un restaurateur de musée, d'un designer, d'un start-upper. Les chercheurs, les adhérents ont accès aussi à du mentoring, à des conseils, comme vous parliez très justement avant, l'importance des CIFRE, des conventions CIFRE. On a beaucoup de pédagogie pour expliquer comment on peut faire la recherche, comment on peut soutenir la recherche. Et Culture de Mode a un pôle plus interne, plus proche, propre aux chercheurs, des groupes de travail, un groupe dédié par exemple à la question du patrimoine, qui réunit des archivistes, des directeurs d'archives, qui réfléchissent ensemble à, par exemple, améliorer les méthodes de conservation et de restauration dans les archives privées, et un pôle impact social et environnemental de la mode que dirige Stéphanie et qui va vous en dire quelques mots. Oui, du coup, ça c'est un pôle aussi, effectivement, comme l'a dit très bien Sophie, qui est plus un pôle en interne, c'est-à-dire on réunit différents acteurs autour de ce sujet de l'impact de la mode sociale et aussi environnementale sur un niveau de recherche, c'est-à-dire de, premièrement, rassembler les études et les données qui ont déjà été faites pour faire un constat de manque de données qui est énorme. On travaille après avec les entreprises et avec des créateurs sur leurs besoins de ressources pour pouvoir, en tant que réseau, développer ces ressources et pouvoir travailler sur ces impacts et comment on pourrait les améliorer. Alors, pour vous, effectivement, du coup, comment vous définiriez cette transdisciplinarité, cette interdisciplinarité? Est-ce que c'est pour vous un enjeu très fort justement de transition de ce secteur mode textile demain? Cette relation, effectivement, dans votre réseau, il y a des historiens, des sociologues, il y a différents aussi parties prenantes. Ouais. Comment vous la définiriez finalement, cette interdisciplinarité, et comment elle se concrétise? Elle se concrétise dans le sens que ce n'est pas uniquement des chercheurs et des travailleurs dans la mode. En fait, c'est des gens qui s'intéressent à la mode, mais
on a par exemple des philosophes qui ne travaillent pas uniquement sur l'histoire de la mode, mais qui du coup peuvent apporter des différents éléments qui ne viennent pas uniquement de la mode, pour que la mode puisse réellement transformer, puisse réellement évoluer. Je pense que c'est vraiment nécessaire qu'on regarde aussi d'autres industries pour voir comment ça fonctionne déjà ailleurs. Et le réseau, en tant que non seulement sur différentes disciplines, mais aussi différentes industries qui pourraient travailler ensemble. Oui, et c'est vraiment, on a fondé le réseau sur cette grande idée parce que c'est vrai que la mode, elle est partout, elle est nulle part aussi. Elle concerne tout le monde et donc elle est vraiment partout. Donc l'idée, c'était, étant donné qu'elle est partout et qu'on ne veut pas parler seulement du produit ou seulement de la représentation, mais on veut parler de l'ensemble, de la matière première au produit consommé, utilisé, recyclé. Voilà, l'approche interdisciplinaire nous paraît essentielle et on nous avait dit lorsqu'on a créé le réseau que ce n'était pas forcément facile de rassembler des institutions différentes, publiques, privées, des entreprises, des universités, des musées, des chercheurs différents, avec des designers, des journalistes. Ce n'est pas du tout le même monde et c'est vrai qu'ils se parlent très peu, mais même entre l'université et le musée, c'est difficile en tant que chercheur d'aller dans un musée qu'on nous ouvre tout. Et donc, on nous avait dit, ça va être difficile, vous allez voir. Et bon, ça n'a pas été facile, mais en fin de compte, ça plaît à beaucoup de monde. C'est-à-dire que les gens, en fait, ont très vu l'avantage de pouvoir parler avec un designer lorsqu'on était philosophe, ou inversement, qu'un designer puisse parler avec un artisan ou avec un sociologue. Et en fait, ça marche. Et ça marche dans des workshops ou lors des rencontres qu'on organise qui sont assez informelles. On s'aperçoit que c'est là où la parole va naître, où en fait, la confrontation des idées est vraiment essentielle, et surtout à la réflexion. Elle est essentielle pour la recherche, mais aussi pour les étudiants. On développe tout un projet sur cette question de l'éducation aujourd'hui, le besoin de la renouveler. Et voilà, l'interdisciplinarité, pour nous, en tout cas, elle est vraiment une des conditions pour renouveler l'éducation et montrer aux étudiants que la mode, ce n'est pas seulement le luxe ou Dior, mais c'est pléthore d'autres éléments et de compétences et de connaissances. Donc, oui, pour nous, c'est vraiment la clé et ça se voit au quotidien dans nos adhérents ou dans les invités qu'on a et les projets qu'on développe. Ok. Merci à toutes les deux. Je ne vais pas vous retenir. Oui, malheureusement, on est vraiment désolé. Et vraiment désolé pour ce décalage. Merci à vous de votre accueil. Ouais, merci beaucoup. On peut vous suivre effectivement on peut vous retrouver donc sur votre site internet. Bien sûr, oui. Avec un S de mode. Oui, et s'il y a des questions ou des commentaires, on est là bien sûr après par mail ou par Zoom pour répondre aux questions. Merci beaucoup. Merci à vous. Romain et Maximilien, du coup, je vais vous passer la parole. Alors, vous êtes tous les deux effectivement chercheurs dans la chaire Tech & Care. Alors, toi, Romain, du coup, tu es chercheur, tu as fini aujourd'hui ta thèse. Peut-être en quelques mots, voilà, ce que tu peux nous dire, pourquoi tu t'es lancé dans un projet de recherche, pourquoi tu as voulu te lancer dans une thèse et ensuite nous dire effectivement quel est ton sujet de thèse. Juste avant, bonjour à tous. Est-ce que tu peux confirmer que tu m'entends correctement? Je t'entends très bien. J'ai eu quelques sauts de connexion, donc si jamais, voilà, je préfère le lire tout de suite. Donc avant de répondre à ta question, je vais quand même me présenter. Donc, je m'appelle donc Romain Benkiran, je suis chercheur au laboratoire Gemtex, pardon, et je suis ingénieur textile de formation. Donc ça, c'était à peu près en 2011. Ce qui se passe entre 2011 et 2016, c'est de l'ordre de l'entreprise, donc on n'est pas dans le secteur de la recherche. Et du coup, je le présente pas là. Je présente plutôt justement ce qui permettra de répondre à la question avec mon entrée à l'ANSET et donc dans le secteur académique et tout ce qui s'ensuit, thèse, postdoc, etc., qui est de l'ordre justement de la recherche. Alors pourquoi est-ce que je suis arrivé là? Je suis arrivé là pour des questions régionales d'une part, ça c'est personnel, mais c'est aussi un fait, et aussi parce que la part de recherche et le doctorat que j'ai pu réaliser a énormément structuré le métier d'ingénieur. Ça, je pense que c'est en lien avec ce que disait Cédric tout à l'heure, c'est que quand on travaille sur un sujet de recherche comme ça, on a un temps dédié, alors un temps sur une thèse de 3 ans en l'occurrence, pour travailler sur un sujet, et le fait qu'on ait justement ce temps long permet de structurer les choses de manière assez carrée, de manière assez précise, en regardant les choses avec pas mal de perspectives, ce qui fait que le sujet n'est jamais le même sur les 3 ans. Il y a énormément de perspectives qui vont évoluer. C'est aussi en lien avec ce que disait Isabelle juste avant sur le caractère aussi interdisciplinaire.
J'en parlerai un tout petit peu après, mais dans le cas de ma thèse, j'ai travaillé sur les notions de durée de vie des textiles d'habillement. Et donc, fondamentalement, un textile d'habillement est un bien de consommation. Et donc, il est autant qualifié par sa qualité. Donc là, on est vraiment sur un aspect produit, sur l'aspect ingénieur textile assez brutal, j'allais dire. Et après, étant donné que c'est un bien de consommation, il est aussi géré par son vieillissement va être géré par un consommateur. Et donc, si on prend que l'un ou que l'autre, on voit bien qu'il va manquer un élément. Et l'idée justement de cette interdisciplinarité, c'est de pouvoir faire se chevaucher justement les deux secteurs pour obtenir, pour proposer une meilleure réponse sur ici, dans mon cas, la durée de vie des textiles. Et alors, du coup, Romain, en quoi la recherche que tu as fait nourrit finalement effectivement les entreprises avec lesquelles tu as pu travailler? Et aujourd'hui, voilà, pour les entreprises qui sont présentes à ce webinaire, comment tous les travaux que tu as menés pendant 3 ans ont nourri pendant le temps de ta thèse et aussi maintenant aujourd'hui après ta thèse, comment ils nourrissent finalement les travaux, les réflexions des entreprises? Le sujet de la durabilité, on le voit, c'est un sujet très fort au niveau des entreprises en ce moment. Il y a beaucoup d'enjeux justement à aller sur des produits de plus en plus durables. Donc, comment ça se rend utile, rend service aux entreprises? Alors, le sujet, en l'occurrence de la durée de vie, c'est quelque chose qui peut paraître un petit peu flou. Enfin, ça paraît assez simple de prime abord, parce qu'on parle de durée de vie, donc on parle bien d'un début et d'une fin. Une fois qu'on a produit voilà, un vêtement, l'idée c'est qu'il soit utilisé et qu'on l'amène jusqu'à un instant T, au moment où il est plus métable, on va dire. Et donc là, on est sur sa fin de vie. La question, c'est quels sont les critères finalement qu'on associe à cette fin de vie, et quel périmètre est-ce qu'on fixe sur ces éléments-là. Il faut savoir que tout ça, et donc ça, c'est la recherche qui me l'apporte aujourd'hui, et c'est des éléments qui sont assez flous. Pourquoi? Parce que la définition de la durée de vie n'est pas forcément cadrée, normalisée. Enfin, il y a un cadre, il y a des cadres normatifs, par contre, il n'y en a pas qui s'appliquent au textile. Il y a plutôt des éléments de vocabulaire qui sont transverses, et donc on doit voir en tant que textilien comment les appliquer à notre secteur d'activité. Et ensuite, à partir de là, voir comment est-ce qu'on intègre. Je précise, le consommateur est pris en compte de manière assez légère. Je pense que Maximilien viendra davantage sur ces aspects-là. Voilà. Mais l'idée, c'est que comment est-ce que ça redescend vers les entreprises? C'est que du coup, là, il y a tout un travail de fond, d'état de l'art, de propositions méthodologiques. D'ailleurs, je pense que tu peux peut-être aller sur la deuxième slide, qui est une brève présentation de... Ça, c'est la 3. Sur quelques éléments, voilà, des axes de recherche de mon projet de thèse. Ça a permis de dégrossir énormément le terrain, parce que le terrain de la durée de vie est très attendu au jour d'aujourd'hui avec les aspects environnementaux, avec les futurs aspects d'affichage environnemental, etc. Et donc, il y a un terrain qui était en travail, mais qui nécessite qu'on se penche toujours plus dessus, qu'on le précise toujours davantage. Et l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir justement apporter des réponses sur certains points, sur certaines questions, pardon, à la fois sur des éléments de définition, à la fois sur des aspects méthodologiques, à la fois sur des aspects environnementaux, etc. Aussi au niveau de la redescente qu'on peut faire auprès des entreprises, et là du coup je t'invite à aller sur la troisième slide, c'est qu'aujourd'hui, dans les différentes activités que j'ai, je travaille sur le projet Citwin, donc il y a un projet interrégional qui couvre les Hauts-de-France et puis la proche Belgique. Et par l'intermédiaire de ce projet, on a justement un groupe de travail dédié à la durée de vie, et mes travaux de recherche alimentent ce groupe de travail. Le groupe de travail a pour objectif d'accompagner comme ça les entreprises sur le sujet, en comprenant bien les attentes, en comprenant bien les besoins, justement sur ce que je disais tout à l'heure, sur les aspects de définition, de méthodologie, d'état de l'art sur l'ensemble du sujet, de manière à pouvoir proposer un espèce de socle de connaissances qui serait commun aux membres du groupe. Comme ça, on peut les accompagner à partir d'une notion qui serait commune et qui serait
consensuel pour le groupe, et ensuite pouvoir avoir une réponse, par exemple, sur laquelle on travaille aujourd'hui. C'est l'enquête justement qui est mentionnée sur cette slide. C'est les causes de fin de vie qui touchent le consommateur. Aujourd'hui, il n'y a pas forcément de convergence sur les causes de fin de vie qu'on doit prendre en compte dans une méthode qui serait basée sur des tests, sur des standards. Et donc aujourd'hui, c'est le genre d'outils, d'actions en tout cas, qui sont mises en place et qui s'adressent aux entreprises et qui retourneront, les résultats, retourneront vers les entreprises. Donc, une application très concrète finalement de ta thèse là, dans le cadre de ce groupe de travail, effectivement, avec la définition des attentes, des besoins, d'une méthodologie, d'enquête et d'études de cas. Exactement. En fait, là, le groupe de travail, c'est quelque chose qui opérationnalise un petit peu justement mes travaux de recherche. Clairement, l'animation de ce groupe de travail est énormément basée sur mes travaux précédents qui sont, eux, travaux de recherche à part entière. C'est des travaux académiques qui ont été, en l'occurrence, ça je ne l'ai pas dit juste avant, mais qui ont été financés par la région Hauts-de-France et par EcoTLC, donc l'actuel ReFashion, les logos étant positionnés. Donc, je pense que c'était un peu transparent, mais on n'est pas financé par une entreprise sur ces travaux-là. Pour autant, ce qui a été développé là alimente justement une opérationnalisation, une descente moins théorique, plus pratique avec des entreprises. Merci Romain. Alors peut-être une précision pour ceux qui souhaiteraient avoir accès à tes travaux ou engager des réflexions sur la durabilité. Où est-ce qu'on peut trouver justement tes travaux de thèse aujourd'hui ? Alors, d'ailleurs, ça j'ai vu la question dans le chat tout à l'heure, les travaux de thèse sont publics. Vous pouvez les trouver sur un site qui s'appelle thèse.fr. D'ailleurs, j'ai mis le lien de la mienne sur le slide 2. Sur la précédente, voilà, exactement. En fait, vous avez un site thèse.fr, vous cherchez le nom de l'auteur ou éventuellement le titre de la thèse, et à ce moment-là, vous avez le rapport de thèse, s'il est public, et parfois, quand il ne l'est pas, dans ce cas, c'est juste un délai d'attente après lequel elle sera disponible. Super, merci beaucoup Romain, et donc on vous invite à découvrir les travaux de Romain sur la durabilité sur ce site, et puis dans le cadre aussi de la chaire Tech & Care. Alors, deuxième intervention, effectivement, plutôt témoignage côté recherche. Maximilien, donc toi, tu es aussi dans le cadre de la chaire Tech & Care, et donc tu es doctorant. Donc, peut-être si tu peux te présenter rapidement en une minute et nous dire finalement également, même question, même exercice, pourquoi tu t'es lancé dans la recherche, pourquoi tu as envie de porter un projet de recherche. Oui, tout à fait, merci. Donc moi, c'est Maximilien Schrub. Moi, je suis diplômé ingénieur de Lancet comme Romain, mais promo 2017. Et du coup, pourquoi la recherche ? Ça se suit un peu avec mon cursus. Moi, j'ai fait mon projet de fin d'études d'ingénieur avec Romain dans le cadre de sa thèse. Donc moi, j'ai découvert la recherche par ce biais, par cette opportunité-là. Et donc, à la suite de ce projet de fin d'études, j'ai continué à travailler dans le cadre aussi de la thèse de Romain, mais plus sur des problématiques de surcyclage, d'upcycling en tant qu'ingénieur de recherche. Et pendant tout ce temps-là, il y a certains axes de la thèse de Romain qu'on a voulu poursuivre et qu'on voyait qu'on ne pourrait pas les faire rentrer dans le cadre de sa thèse. Et donc, avec l'équipe, on a décidé de prolonger ça et d'écrire un sujet de thèse qui se base un petit peu sur les travaux de Romain, mais en allant plus chercher des informations sur le consommateur. Donc, mon sujet de thèse, moi, c'est la méthodologie et la modélisation de la prédiction de la durée de vie des vêtements. Donc, tout simplement, essayer de prédire la durée de vie des vêtements, comment on fait, à la fois en prenant en compte toutes les informations qu'on peut avoir sur la qualité des produits et également toutes les informations sur le consommateur, comment il l'utilise, pourquoi, est-ce qu'il y a des profils particuliers d'utilisateurs qui ont des manières de faire différentes, etc. Donc, toi, tu es effectivement oui. La suite du travail de Romain côté consommateur. Et effectivement, on le voit là sur la slide, la particularité, c'est aussi ce qui était dit au tout début de cette table ronde, c'est que ta thèse est co-encadrée. Donc, elle a ce volet transdisciplinaire, interdisciplinaire très, très fort. Alors, comment concrètement on fait une thèse sur un sujet interdisciplinaire avec deux co-tutelles? Tout à l'heure, en culture de mode, évoquait le fait qu'il n'y avait pas de souci de compréhension. Ça va, tout le monde se comprend bien entre ingénieurs et sciences de gestion? Oui.
Oui, oui, tout à fait. Alors, tout le monde se comprend, mais c'est vrai qu'il y a eu des efforts de fait de part et d'autre pour s'assurer qu'on parle la même langue, parce on vient de milieux très divers, on n'a pas du tout la même manière d'aborder d'aborder les problèmes, oui, et aussi de transmettre la connaissance. Donc, comme je le disais, moi, je suis ingénieur à la base. Quand il a fallu s'attaquer à la définition du consommateur et que j'ai dû me frotter à la bibliographie de sociologie sur l'étude du consommateur, la définition de son comportement, etc., sans Isabelle, je n'en serais pas du tout sorti, en fait, parce que c'est une autre manière de présenter les choses, d'écrire les choses. C'est beaucoup moins ingénieur, en fait, dans l'axe. Et donc, forcément, quand on a pris cette habitude, c'est difficile de changer de langage, mais c'est très faisable et ça se fait très très bien. Et c'est même là où on a vraiment les échanges les plus intéressants et où on voit les apports concrets qu'on peut faire qui sont, je pense, très importants. Éventuellement, tu peux passer à la slide d'après. Ouais, alors juste une question sur cette slide. Sur Oui. le côté droit, il y a des noms d'entreprises. Quelle est du coup la relation avec ces entreprises? Donc, on voit aussi des partenaires, ADEME, Région Hauts-de-France. Est-ce que tu peux nous éclaircir justement le lien avec cet écosystème que tu présentes là? Oui, tout à fait. Moi déjà, je fais mes travaux au sein du laboratoire Gemtex. Il y a Isabelle de l'IAE qui vient m'aider sur pas mal de sujets en termes du consommateur. Cette thèse, elle est financée par l'ADEME, avec donc Erwan Autrey, qui est l'ingénieur référent sur mon projet, et également cofinancée par la région Hauts-de-France, qui est très impliquée dans tous ces projets et qui est un très bon support de financement régional. Et donc, les trois entreprises que j'ai citées, en fait, on les a contactées pour avoir des informations sur leurs pratiques en interne, etc. Et il s'est trouvé qu'en fait, ils avaient des besoins en accord avec mes travaux sur de la durée de vie, sur des définitions qui les intéressaient aussi. Et du coup, on s'est mis à travailler ensemble, assez simplement, enfin, ça s'est fait très naturellement. En fait, ils étaient intéressés, on avait besoin de produits de chez eux pour faire des tests. Et puis, Mhm. simplement, la discussion s'est installée Donc, du coup, et on a pu c'est ce travailler ensemble. qu'évoquait tout à l'heure Cédric. On n'attend pas la fin des 3 ans d'une thèse, mais là, du coup, on a un exemple très, très probant de que travaux de thèse ont trouvé une application concrète avec ces quelques entreprises, du coup, pendant la durée de ton doctorat. Ah oui, tout à fait. Dès la première année, ils avaient déjà eu des informations qui les intéressaient, des retours Et alors, sur du coup, toi certains qui as travaillé morceaux avec des ces travaux. entreprises et sur un sujet effectivement interdisciplinaire, quels conseils finalement tu donnerais aux entreprises pour aller sur ces sujets du coup qui traitent à la fois l'ingénierie textile et du coup le volet consommation, consommateur? Du coup, je pense que tu peux passer à la slide suivante. Donc, je fais un schéma très, très basique pour montrer ça. Pour moi, il y a 4 choses importantes quand on fait ce genre de travaux. C'est la connaissance, l'expertise et les savoir-faire. Et ce qu'on veut arriver, c'est une contribution. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a un chercheur et on a une entreprise qui est ancrée dans une discipline A, par exemple. Donc souvent, le chercheur, il a déjà cette expertise-là, il a accès aux connaissances de la discipline et à un certain nombre de savoir-faire, mais qui sont assez circonscrits à cette discipline. Et le but pour une entreprise qui veut faire des choses avec l'interdisciplinarité, c'est de s'assurer de pouvoir aller chercher une expertise dans la ou les autres disciplines qu'on veut aborder et qu'on veut amener dans notre sujet. Parce que le chercheur se forme, va se former, va chercher les connaissances, etc. Mais c'est important aussi d'avoir une expertise pour avoir un point de vue critique et être sûr justement qu'il n'y ait pas d'incompréhension dans les langages, dans les manières de présenter les éléments. À titre d'exemple, parce que parfois les échecs sont plus parlants que les réussites, j'ai le premier article scientifique que j'ai voulu écrire, qui était du coup interdisciplinaire à cheval entre l'ingénierie et entre la sociologie. Cet article s'est vu refuser parce que justement, j'avais pas du tout le bon langage, les bons éléments attendus, parce que j'ai publié dans un journal qui était beaucoup plus autour de la discipline B que de la discipline A. Et donc, ce qu'il faut s'assurer, c'est avoir accès aux connaissances, avoir accès
aux expertises, développer les savoir-faire qui nous intéressent et aussi s'assurer que les contributions soient bien reçues, donc qu'on parle le bon langage pour le bon public. Voilà. Et ça, c'est vraiment... il ne faut pas du tout hésiter à aller chercher les gens, en fait, tout simplement. Chercher les gens dans les autres disciplines, échanger avec eux pour pouvoir vraiment développer ces axes-là. Merci beaucoup, Maximilien. Alors, du coup, on n'hésitera pas à te contacter avec Romain sur toutes les questions qu'auraient nos participants sur les questions de durabilité et d'appropriation par le consommateur, justement, de ces notions de durabilité. On va illustrer maintenant de manière très concrète cette interdisciplinarité avec un projet porté par Sabine Dubuis, qui est donc la fondatrice de Modimalisme. Et Sabine a travaillé, du coup, l'année dernière, notamment avec plusieurs chercheurs qui sont aujourd'hui dans Tech & Care. Bonjour Sabine, alors je ne vous vois pas, j'espère que vous êtes là. Oui, je suis là, Anthony. Bonjour à tous. Oui, effectivement, je voulais apporter le témoignage par rapport à une collaboration avec les chercheurs. Alors, juste pour situer Modimalisme, c'est une entreprise qui est relativement jeune puisque j'ai fondé Modimalisme l'année dernière avec un peu pour ambition d'accompagner les entreprises et marques de mode et plutôt les grandes entreprises dans leur transition vers une mode circulaire, vers une stratégie RSE. Voilà, donc on est plutôt en fournisseur de solutions et notre mission est plutôt on se situe plutôt post-commercialisation, on intervient sur les invendus, sur les surplus et au travers de ces démarches, on est amené à revaloriser ces surplus, à collaborer avec à la fois les enseignes mais avec le tissu local, les designers, les fabricants, on essaye de relocaliser un maximum pour être au plus près du territoire. Et en fait, très vite, quand j'ai fondé Modimalisme, il y avait vraiment l'idée aussi de réfléchir et de démontrer que au niveau des invendus, de ces surplus et de ces produits qui étaient un peu laissés pour compte post-commercialisation, il y avait possibilité de construire ou de réfléchir à un modèle plus durable, plus vertueux et certainement un modèle, un business model qui puisse être intégré dans le métier textile et dans la filière textile au sens large. Alors, du coup, comment vous êtes rentré en contact avec les chercheurs du coup, Oui, alors en fait, très vite, une fois que cette ambition et cette idée étaient posées, dans la mesure où on était quand même dans une phase d'apprentissage, d'observation, etc., il y avait vraiment beaucoup de questions. Et une des premières questions qui était posée, c'était quelle était la réalité du marché, quel était le consommateur, la réalité de consommation. Et donc, il y a une première approche au niveau de l'IAE. Donc, en fait, les deux sujets d'études que je vais qui sont le témoignage aujourd'hui, rentrent plutôt dans des dispositifs de collaboration avec dans le cadre de la formation, donc avec les étudiants. Donc, le premier sujet concernait davantage l'IAE et la problématique qu'on avait chez Modimalisme, c'était de bien comprendre finalement qui était le consommateur final de mode circulaire, quel était l'état de comportement et de consommation par rapport à des produits seconde vie ou des produits upcyclés, des produits revalorisés. Et donc, je me suis rapprochée notamment de Maude et d'Isabelle pour construire en fait un dispositif avec plusieurs promotions de l'IAE qui ont visé à mieux comprendre et mieux mettre en évidence les différents profils de clients, quels étaient les personas et comment on pouvait finalement les approcher, comment on pouvait communiquer pour peut-être aussi les amener à changer aussi de posture par rapport à la mode et par rapport à des nouvelles consommations de mode circulaire. Donc ça nous a amené à mettre en évidence un certain nombre de profils. Donc, on a eu pas mal de mapping pour mieux comprendre effectivement les clients. Et ce qui est arrivé très vite au niveau de cette étude,
c'est qu'il y avait de toute façon, quel que soit le profil de client, il y avait de toute façon une nécessité de vraiment d'accompagner les clients finaux. Il y avait vraiment un axe de communication, une pédagogie, une démonstration et aussi beaucoup d'informations et de chiffres à communiquer pour aussi témoigner de l'intérêt de changer de mode de consommation, de changer d'une mode un peu rapide, Kleenex, etc., à une mode un petit peu plus réfléchie, de consommation, de meilleure consommation, de moindre consommation, etc. Et donc, du coup, nécessité de mesurer aussi l'impact de notre consommation. Et c'est pour ça qu'en parallèle, on a aussi, je me suis aussi rapprochée de Lancet pour pouvoir travailler sur ces chiffrages et cette mesure d'impact environnemental. Il nous semblait intéressant chez Modimalisme pour pouvoir accompagner aussi et les entreprises et les marques, mais aussi le client final, de pouvoir rendre tangible, concret les bénéfices de cette consommation de mode circulaire. Et donc, on est intervenu dans un premier temps auprès de Lancet dans le cadre d'un projet d'étude qui était le projet Sprint, qui est un dispositif, comme l'expliquait tout à l'heure Nathalie Doumeng, qui concerne les étudiants d'une promotion dans le cadre d'un projet pédagogique. Et en fait, entre octobre 2020 et janvier 2021, on a travaillé sur l'approche méthodologique pour pouvoir faire ressortir le bénéfice, je veux dire, environnemental d'une revalorisation d'invendus. Et donc, forcément, il y a eu toute une approche à partir de l'analyse de cycle de vie. Et au terme de ce projet Sprint, on avait vraiment, avec les étudiants, poser les grandes bases de cet outil, de cette méthode, de cette approche, mais on avait aussi le souci de modéliser cette approche de chiffre, enfin cette approche et cet outil. Et donc, après le projet Sprint, j'ai poursuivi la collaboration et la recherche avec Lancet dans le cadre d'un projet de fin d'études d'un jeune étudiant ingénieur en 7 qui travaille là en ce moment sur ce projet de fin d'études. Et donc, l'idée, c'est bien de modéliser, de se challenger. Alors, en fait, sans rentrer trop dans le détail de l'approche qui repose forcément sur un outil d'ACV, tu peux passer effectivement, Anthony, la slide suivante, juste pour situer l'approche. Donc, c'est un outil d'ACV qui a été utilisé. Donc, c'est vrai que cette connaissance d'outils est précieuse et Romain, qui est autour de la table aussi, nous accompagne là-dedans. Donc, l'approche multicritère des critères environnementaux qu'on connaît. Et donc, dans toute la méthodologie, on s'est challengé pour voir quelle était la meilleure façon de faire ressortir le bénéfice, les impacts évités en matière environnementale. Et donc, on est vraiment dans cette démarche aujourd'hui avec notamment Pierre qui est avec moi aujourd'hui, qui est étudiant et qui fait son projet de fin d'études. On est vraiment en train de se challenger avec Romain pour prendre de la hauteur par rapport à cette méthode, parce qu'il y a un certain nombre d'hypothèses qui doivent être retenues, et c'est là où c'est important d'avoir une posture scientifique confrontée à une réalité d'entreprise, une réalité de marché, une réalité d'entreprise de mode derrière. Voilà, et donc c'est un outil qu'on co-crée ensemble en se posant aussi un certain nombre de questions, parce que sur toute la démarche d'impact environnemental, finalement, il y a beaucoup de vide. On apprend en marchant, et c'est là où la recherche et la réalité de la vie d'entreprise, la réalité du marché s'auto-alimente et s'auto-challenge. Voilà, c'est un peu l'intérêt de la démarche. On est effectivement sur ce que Nathalie disait tout à l'heure, du coup des projets courts de recherche.
en travaillant aussi avec les étudiants et un encadrement effectivement derrière d'enseignants-chercheurs. Très rapidement, Sabine, quels ont été finalement là, les bénéfices pour votre développement de Modimalisme à court terme? Ben, en fait, aujourd'hui, pouvoir accompagner les entreprises dans la transition, etc., OK, ça c'est dit. Par contre, effectivement, pour pouvoir convaincre, il faut démontrer, il faut mesurer. Et c'est vrai que se doter d'un outil qui est co-construit avec des chercheurs, qui est challengé et par les étudiants, mais aussi par les entreprises, ça permet de rendre les choses complètement objectives. Et on parle beaucoup de mode circulaire, on parle beaucoup d'upcycling, on parle beaucoup de business vertueux, mais chez Modimalisme, on avait vraiment le souci de mesurer et d'être complètement transparent. On est sur des outils qui sont en construction, tout n'est pas établi, tout n'est pas une science exacte, mais au moins on se pose les bonnes questions. Alors là, ce que ça nous a apporté, c'est que concrètement, par exemple, là, j'ai lancé une petite collection capsule chez Damar, pour ne citer que cette enseigne partenaire, à base de revalorisation d'invendus, de redesign de leurs invendus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un produit là, comme le trench, qui est issu de la revalorisation de denim et de surplus tissu, nous permet effectivement de démontrer qu'entre ce même trench que j'aurais réalisé de façon linéaire et le trench qui a été upcyclé, on est sur des impacts qui sont, je veux dire, complètement fous. On consomme 20 fois moins d'eau quand on est en mode upcyclé par rapport au linéaire. On est sur 50 fois moins d'émissions de CO2 quand on est dans une démarche de redesign et de mode circulaire. Et donc, en fait, toute l'idée de cet outil et de ce projet de recherche avec notamment l'ANCET et aussi avec l'IAE, c'est de pouvoir à un moment donné communiquer et au niveau des enseignes et au niveau du client final, le bénéfice vraiment réel de la démarche de revalorisation. Et ça, quelle que soit la typologie de clients, quel que soit le profil de consommateur, qui soit complètement déjà engagé ou beaucoup plus réticent, ça permet vraiment d'accompagner et d'avoir vraiment toute une démarche pédagogique de façon à ce que la revalorisation, l'économie circulaire soit quelque chose qui devienne un mode de consommation et derrière un business model pérenne en fait. Voilà, donc mesurer, communiquer, accompagner, démontrer, et tout ça effectivement grâce à cette co-création et ce montage de recherche appliquée avec l'IAE et l'ANCET. Donc, on évite le greenwashing et on a des outils très concrets pour communiquer et mesurer. Merci beaucoup, Sabine. Merci, Anthony. Et Maud a partagé effectivement dans le chat l'initiative avec Damar, donc vous pourrez retrouver l'ensemble de cette initiative. Dernière intervenante de la soirée, Marguerite. Bonsoir Marguerite. Alors, tu es la cofondatrice de Clear Fashion. Alors, je ne sais pas si on a encore besoin de présenter Clear Fashion, mais je te laisse quand même le soin de te présenter rapidement et de présenter Clear Fashion. Et ensuite, tu nous parleras justement d'un projet de recherche qui est en cours. Bonsoir Anthony, bonsoir à tous. Déjà, ravie de participer à cette table ronde. Sur Clear Fashion, rapidement, donc on est une toute jeune société, créée il y a 3 ans, avec la mission d'informer pour construire la mode de demain, donc vers un fonctionnement plus vertueux d'un point de vue environnemental et social. Quelle est notre solution? On a créé à la fois une méthodologie d'évaluation, qui est une méthodologie multicritère basée aujourd'hui sur 4 thèmes. On a créé aussi et on enrichit en permanence une base de données sur les marques et sur les vêtements pour évaluer leur impact. Donc aujourd'hui, il y a déjà plus de 400 marques qui sont évaluées. Et puis, on a aussi, on collecte des informations, on les analyse et on les partage aux consommateurs. Donc, on a aussi une solution de partage des informations aux consommateurs.
Alors du coup, on comprend bien effectivement que vous récupérez beaucoup de données, beaucoup d'informations. Quelle a été finalement la porte d'entrée du coup de ce projet de recherche? Comment un jour vous vous êtes dit, bon ben là on a besoin d'aller plus loin, on a besoin de faire appel à des chercheurs. Comment est arrivé finalement ce besoin et quel a été du coup ce besoin? Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus, même si je sais qu'on en est au tout début de ce projet? Donc c'est vrai que depuis les débuts de Clear Fashion, en fait, il y a un travail finalement de R&D sur la partie méthodologie pour construire cette méthode, donc qui jusqu'à présent a été portée principalement par du coup des personnes en interne dans l'équipe qui travaillent sur la méthodologie. Et puis aussi, on a la chance d'être entouré d'experts, dont des enseignants-chercheurs, notamment les 3 cofondatrices du coup de la chaire. Et donc, on a toujours eu finalement un lien assez étroit en fait avec la recherche. L'impression du coup que les travaux de recherche pouvaient servir aussi à des applications concrètes, notamment être intégrées pour la construction de notre solution. Et c'est vrai que par les échanges réguliers qu'on avait avec du coup, les membres de notre comité d'experts, lors de ces échanges, on identifie un certain nombre de sujets à creuser. Donc, nous, au départ, on connaissait, moi, je n'avais pas connaissance du fonctionnement des tests chiffres. Je pense que le sujet a été amené à la fois par, du coup, certaines des expertes qui sont, du coup, à nos côtés. Et puis aussi, c'est vrai qu'on perçoit déjà le CIR qui nous aide, un soutien pour la partie recherche qu'on mène aujourd'hui en interne. Et on nous avait aussi parlé de la possibilité de mener des travaux approfondis de recherche et d'être soutenu pour ces travaux. Donc, je pense que c'est un peu ce qui a amené le sujet, sachant que c'est vrai que chez Clear Fashion, on a vraiment dans nos préoccupations de tous les jours de toujours challenger, renforcer cet outil d'évaluation pour pouvoir faire évoluer le secteur dans le bon sens, que ça nécessite de prendre du recul, d'analyser nos méthodes au global, d'analyser aussi chacun des critères, de réfléchir à potentiellement les faire évoluer selon l'évolution du secteur, de réfléchir aussi aux effets rebonds dont Isabelle a parlé tout à l'heure. Donc, quel impact en fait sur l'usage lié à l'usage qu'en font les consommateurs. Et donc, on s'est dit qu'on voyait en la possibilité de créer une test chiffre, une opportunité d'aller plus loin dans un espace-temps différent de celui dans lequel on a l'habitude de travailler, de prendre du recul. Et puis, pour nous, en fait, cette différence d'espace-temps, alors je pense que ça a été à la fois une crainte et aussi vu comme une opportunité parce qu'en fait, c'est finalement des espaces-temps très complémentaires qui permettent d'une part d'avoir une vision un peu prise de recul et d'autre part d'avoir des données, des applications concrètes en fait et des données qui peuvent être analysées pour du coup venir aussi enrichir les travaux de recherche. Après, je pense autre volet aussi qui pour nous qu'on a perçu comme une grande richesse en fait dans ces travaux de recherche, c'est la partie pluridisciplinarité, puisqu'en fait derrière Clear Fashion et du coup là aussi derrière les travaux qui vont être menés par la test chiffre, il y a à la fois des enjeux d'ingénierie textile, d'analyse data et puis aussi des sujets de sciences humaines et sociales, donc sur la partie, le volet consommateur et comment est-ce qu'ils vont s'approprier en fait ces informations. Donc, il y a une vraie besoin effectivement d'aller sur plusieurs sujets dans le cadre de Clear Fashion, quoi. Donc, exactement. La pluridisciplinarité, là, t'aide beaucoup. Donc, toi, effectivement, ta prise de contact a été assez facile, vu que du coup, tu avais un comité d'experts au sein de ta structure et donc le contact avec la recherche était permanent. Monter un dossier chiffre, ça va, c'est pas trop lourd, ça prend du temps. Voilà, comment ça se passe un peu pour donner des éléments de réponse. Tout à l'heure, Nathalie a présenté un peu les différentes étapes jusqu'à déposer le dossier. Comment ça se passe concrètement? Il y a des échanges, des allers-retours réguliers avec les chercheurs qui vous aident à reformuler vous le besoin. J'imagine aussi des allers-retours sur le point de vue financier, est-ce qu'on peut le financer? Oui, alors en effet, donc ça prend du temps, oui, notamment par ces différents allers-retours, puisqu'il y a l'identification du besoin, le fait de formuler le sujet,
d'en discuter avec les directeurs et encadrants, ensuite de constituer l'offre, la déposer, sélectionner le candidat, déposer le dossier, puis le dossier doit être validé. Donc oui, ça prend du temps. En revanche, c'est pas trop lourd. Pourquoi? Aussi parce que justement, on est encadré. Et c'est vrai que nous, en ce qui concerne du coup notre expérience avec Clear Fashion, je pense que les chercheurs à nos côtés ont été très réactifs et réactives et très actifs en fait dans la construction du dossier. Donc on n'est pas seul en tant qu'entreprise à constituer ce dossier. Du coup, ça prend du temps parce que je pense qu'il y a un temps un peu incompressif pour les échanges entre les différents acteurs, mais ce n'est pas trop lourd en termes de travail. Ok. Et une dernière question, donc tu as parlé effectivement là que toi tu espérais des retours un peu prospectifs. Quels sont finalement les retours espérés du coup sur l'échelle des 3 ans de cette thèse? Qu'est-ce que tu attends concrètement effectivement pour ta structure de lancer un projet de thèse CIFRE? C'est vrai que pour nous, je pense que si jamais, on mise beaucoup sur, on pense que c'est hyper riche en fait d'avoir du coup le lien entre la partie recherche et la partie application directe en entreprise. Et du coup, ce qu'on en attend, c'est d'avoir à la fois, on sait qu'on a des données et une solution hyper intéressante à analyser, et du coup, les travaux de recherche vont nous permettre de les challenger, de prendre du recul sur d'étudier donc concrètement la répartition des notes, leur évolution, pour voir quelle évolution sur le secteur, d'étudier les interactions entre les critères, de réfléchir de consolider et d'enrichir nos méthodes aussi par l'ajout de certains thèmes, donc notamment le sujet de la durabilité, dont il a été pas mal question aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que pour nous, c'est, on va dire d'une manière générale, c'est une approche un peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire en interne, puisque sur une vision plus long terme, mais qui, pour nous, les deux, si les deux sont bien liés, ça peut apporter beaucoup en fait à notre solution. Eh bien, on l'espère, Marguerite. Merci beaucoup d'être venue témoigner ce soir. On arrive à la fin de ce webinaire, donc j'en profite pour remercier effectivement tous nos intervenants qui ont pris du temps pour intervenir lors de ce webinaire. Peut-être juste quelques dernières infos. Alors, j'en profite du coup pour remercier une nouvelle fois le réseau Fashion Green Hub, Annick, Majouline, Marie-Angela aussi qui nous a appuyé sur la com, Léa aussi qui a piloté l'ensemble de la communication de ce webinaire, l'ensemble de nos intervenants et l'ensemble des participants qui pourront également retrouver le webinaire sous format replay. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à suivre l'actualité de Tex & Care sur notre LinkedIn. Donc on a notre LinkedIn officiel depuis quelques temps et vous pourrez suivre l'ensemble des actualités, peut-être aussi de nouveau des formats un peu webinaires, peut-être plus thématiques sur des thématiques un peu plus précises, durabilité, la place du consommateur, enfin que sais-je. Mais du coup, on rentrait un peu plus sur les sujets de fond de la chaire. Voilà, merci à tous et je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt.